Ah bonjour. Alors, pourquoi j'adore la prélogie? Eh bien, au risque d'en étonner certains, en partie parce que je suis fan de la première trilogie que j'ai vue 500 fois sur les cassettes vidéo que mes parents avaient enregistrées sur la 5. J'aimais l'épisode 4, j'aimais moins l'épisode 5, trop poisseux, trop malchanceux, trop pessimiste. Bref, le sort s'acharne. Ce qui fait de l'Empire contre-attaque une suite d'échecs pour nos héros. En plus, comme il se termine sur la promesse du sauvetage futur de Han et qu'il n'introduit pas la nouvelle étoile de la mort, il handicape l'épisode 6 en forçant l'introduction de cette dernière vite fait pendant le prologue, juste avant de passer au sauvetage de Han pendant le tiers suivant du film. Ce qui fait du Retour du Jedi un 2 en 1. 2 moyens métrages mis bout à bout pour en faire un long. Mais malgré ça, j'adorais l'épisode 6. Grand spectacle, grande victoire, la fin de l'Empire, le retour d'Anakin. Par contre, de deux choses l'une. J'ai jamais compris ce fantasme sur Leia en bikini. Ok, elle est jolie, mais c'est une esclave sexuelle. Ce plan dégueulasse là, il m'a toujours foutu super mal à l'aise. Je l'ai toujours ressenti comme un viol, moi. Ensuite, j'ai jamais compris les critiques sur les Ewoks. Bon, ok, on dirait des gros nounours. Mais j'ai entendu dire ça et là qu'ils étaient responsables de la chute de l'Empire. Mais non, enfin, regardez bien, ils se font déboîter les Ewoks. Ok, ils font diversion, mais l'Empire les déglingue. C'est Chewie et un Ewok qui détournent un AT-ST qui permet à Han et Leia de pénétrer dans la station, mais c'est bien l'effort combiné de toute l'Alliance, dont les Ewoks, qui sont ici plus des représentants de la nature, qui permet la chute de l'Empire. Bref, je suis fan de la première trilogie. Alors comment est-il possible que je puisse aussi être fan de la prélogie? Pourtant il y a Jar Jar, et puis les midi-chloriens, et puis Anakin, et puis l'histoire d'amour. Alors, perso, moi Jar Jar, sans me faire rire, je l'ai jamais trouvé insupportable. Il est bête, ok, mais c'est son rôle. Il est là pour alléger le ton sérieux de ce début de trilogie, et c'est un personnage très secondaire. Pour ce qui est des midi-chloriens, rien dans la trilogie originale ne contredit leur existence. Il n'est jamais affirmé que la force est un pouvoir divin ou mystique. Donc perso, moi je l'ai juste accepté. Il faut croire que George Lucas est un cartésien, et comme Star Wars c'est son œuvre, il lui ressemble, c'est comme ça. Quant à Anakin, pareil, je comprends pas les critiques. C'est un enfant normal, un enfant comme les autres, mais avec des pouvoirs. C'est cohérent avec ce qu'on nous a déjà montré dans la trilogie originale. Le vrai pouvoir de Luke n'est pas d'être le plus fort au sabre ou avec la force. Son plus grand pouvoir, c'est d'être gentil. C'est son côté humain qui permet le retour d'Anakin, pas sa puissance destructrice. Et pour finir, avec les reproches que j'entends le plus souvent, oui, l'histoire d'amour peut paraître gnangnan de notre point de vue. No. Mais elle est cohérente avec les personnages. Il ne faut pas oublier qu'ils vivent leur première vraie histoire d'amour, et qui n'a pas été dans cet état lorsqu'il a vécu, ou cru avoir vécu, son premier amour. Alors oui, ça peut être gênant par moments, mais ça n'en demeure pas moins cohérent. Alors attention, tout n'est pas parfait non plus, mais moi, perso, je suis plus dérangé par certains détails, comme des générateurs de boucliers bien en évidence pour être détruits, ou qui explosent sans raison, ou Anakin qui fait n'importe quoi dans l'espace et finit par détruire un vaisseau de la Fédération par chance, ou le fait qu'en 10 ans, personne ne s'est dit qu'on pourrait faire un détour par Tatooine pour libérer la mère d'Anakin, même si c'est plus ou moins justifié dans l'épisode 1. I can't believe there's still slavery in the galaxy. The Republic's anti-slavery laws are... The Republic doesn't exist out here. Ou encore, pourquoi le chasseur de primes utilise une fléchette empoisonnée plutôt qu'un blaster, si ce n'est pour qu'on remonte jusqu'à lui? Ou l'utilisation de la force, pourquoi il l'utilise pas là? Ou Grievous qui respire dans l'espace? Si, il respire, c'est un cyborg avec des organes internes et tout. Et puis il tousse quoi. Mais bon, tous les films ont des défauts, et quand ils ne sont pas trop nombreux comme ici, on leur pardonne. Surtout quand les qualités font clairement pencher la balance en leur faveur. Donc, pourquoi j'adore la prélogie? Déjà pour ses scènes d'action. Pour son sound design. Son univers qui foisonne. Le dépaysement qu'elle procure. Sa grandeur. Sa musique. Et au-delà de son côté créatif, dépaysant, spectaculaire et divertissant, il y a son écriture. Car, contrairement à ce que j'entends souvent sur cette prélogie, elle est bien écrite.
Et quand je parle d'écriture, je parle de cohérence scénaristique, c'est-à-dire les événements qui composent l'intrigue, le développement des personnages et la trame scénaristique sont-ils bien articulés les uns aux autres? Eh ben, mis à part les quelques exemples que j'ai cités un peu plus tôt, oui, ils le sont. La prélogie a été entièrement pensée, réfléchie et construite autour d'une idée. La chute d'une république, sa transformation progressive en un empire tyrannique, le tout en parallèle avec la chute d'un de ses représentants, un Jedi, Anakin, qui va sombrer du côté obscur et devenir un Sith. Dès l'épisode 1, toutes les graines de l'avènement de l'Empire et du basculement d'Anakin sont là. Palpatine qui joue sur les deux tableaux, se sert des failles du système pour accéder au poste de chancelier, pour ensuite obtenir les pleins pouvoirs et, petit à petit, transformer la République en Empire. L'arrogance des Jedi quand on leur dit que les Sith sont revenus. Leur méfiance vis-à-vis d'Anakin. Leur discours qu'ils ne sont pas capables de s'appliquer à eux-mêmes. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering. Alors qu'eux-mêmes ont peur d'Anakin. Anakin qui n'a pas de père, plus de mère, qui prend donc Qui-Gon Jinn comme figure paternelle. Et Obi-Wan, alors encore Padawan, comme son grand frère. Et enfin, la naissance de la rivalité fraternelle entre Obi-Wan et Anakin. I will train him then. Tous ces éléments qui vont provoquer la mise à l'écart d'Anakin par le Conseil Jedi et le pousser vers une figure paternelle faussement bienveillante, Palpatine, qui, lorsqu'Anakin ne saura plus à qui se fier, se servira de la peur qu'aura ce dernier de perdre sa femme pour faire pencher la balance en sa faveur. Entre un conseil qu'il rejette, le bride et lui dit de laisser son aimé mourir, et un mentor, un ami qui lui promet de sauver sa femme, il choisit, comme n'importe qui dans cette situation, la deuxième solution. Ce choix mènera à une des scènes les plus fortes de la saga, la naissance de Dark Vador. L'incarnation du côté sombre d'Anakin, asexué et inhumain, en parallèle avec la naissance de ses enfants. L'incarnation de son côté lumineux, Luke et Leia, un garçon et une fille. Mais outre cela, il y a tous ces détails plus ou moins visibles qui la raccordent à la trilogie originale, comme par exemple la discrète suggestion de Qui-Gon Jinn au chef Gungan, le vaisseau de la Fédération conçu comme l'Étoile de la Mort, les lasers clones au fonctionnement similaire à celui de l'Étoile de la Mort, les proto-walkers, les proto-destroyers interstellaires, les chasseurs Jedi qui ressemblent de plus en plus à des TIE Fighters, etc., etc. Mais de tous ces éléments qui évoquent la trilogie originale sans être des clins d'œil bêtes et méchants, car ils sont bien intégrés à l'histoire, le must, à mon sens, reste la construction en miroir inversé de la prélogie par rapport à la trilogie originale. Dans la trilogie, on suit l'action de rebelles contre le pouvoir en place, l'Empire. Dans la prélogie, on suit la réponse du pouvoir en place, la République, à des actions menées par leurs ennemis, les séparatistes. Dans la trilogie, on assiste à la chute de l'Empire et à la victoire des rebelles et du côté lumineux. Dans la prélogie, on assiste à la chute de la République et à la victoire de l'Empire et du côté obscur. Dans la trilogie, on assiste au retour d'Anakin et à la mort de Dark Vador. Dans la prélogie, on assiste au basculement d'Anakin vers le côté obscur et à la naissance de Dark Vador. Dans les deux cas, le destin de la galaxie dépend du choix d'Anakin, à chaque fois motivé par ses sentiments et ses émotions. Dans la trilogie, Anakin sauve son fils qui s'est sacrifié pour lui. Dans la prélogie, Anakin sauve son père de substitution qu'il manipule. Voilà pourquoi j'adore la prélogie. Car même s'il y a quelques erreurs de continuité déjà mentionnées maintes et maintes fois entre les deux trilogies, elles se complètent parfaitement au niveau de leur thématique principale, à savoir la synthèse de la naissance, de la vie et de la mort des civilisations à travers l'histoire de l'humanité. C'est pour cette raison que cette saga est et sera toujours chère à mon cœur, et bien que j'aime certaines séries dérivées pour leur côté Madeleine de Proust et parce qu'elles respectent l'univers mis en place par George Lucas, elle ne comptera jamais pour moi que ces 6 films. Oui, 6 films, pas 7, pas 8, et pas 9. Mais ceci, les amis, est une autre histoire. Voilà, j'espère que malgré ces petits problèmes techniques, cette vidéo vous aura plu, ou au moins intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour m'aider à faire de l'autostop sur l'autoroute de YouTube, et à partager. Bien à vous, et